Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de bonnes fêtes, j'espère que vous n'avez pas trop mangé à Noël, pas trop bu d'alcool et pas trop abusé des bonnes choses comme moi. On se retrouve pour cette vidéo des tops de l'année 2018, il y a une autre vidéo flop qui doit s'afficher par là. Voilà, va checker mon gars. Et on ne perd pas de temps, on va commencer tout de suite avec le numéro 10, Red Sparrow. Alors Red Sparrow, c'est un film que j'ai pas vu au cinéma, que j'ai rattrapé plus tard, dans des conditions tout à fait légales, ne me jetez pas la pierre, et bah j'ai bien aimé, c'était vraiment un film qui était rafraîchissant, qui était fun, il était un petit peu long, je crois qu'il durait 2 heures, 2 heures et demie, et je vous avoue aussi que je ne suis pas fan du tout de Jennifer Lawrence, c'est une actrice, elle a beau être très douée, sa tête ne me revient pas. Je sais pas, j'ai pas d'explication, faut pas chercher. Et bah franchement, Red Sparrow, c'était un film super efficace. Enfin, il y avait du suspense, il y avait une mise en scène atomique, on a tous les acteurs qui crèvent l'écran, on a une histoire qui évolue, et surtout on a une violence incroyable. Je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, à chaque fois que les personnages se prenaient des balles ou des coups de couteau ou se faisaient étrangler, personnellement, j'avais le sentiment de ressentir un petit peu ce qu'ils ressentaient et c'était pas forcément très agréable. Enfin bref, Red Sparrow est un film très efficace qui brille de par sa mise en scène et qui cherche à proposer des plans qui restent en tête, donc c'est très agréable. Passons tout de suite au numéro 9. Dans la brume. Alors dans la brume, pareil, c'est un film que j'ai pas eu le temps de voir au cinéma. Laissez-moi tranquille, je ne fais rien d'illégal. Je m'attendais à un film trop sérieux, pas du tout fun, qui n'allait pas du tout me procurer de plaisir et je m'attendais à voir Romain Duris cabotiner pendant 1 heure et demie. Mais non, pas du tout. Dans la brume est grandiose. C'est un film de divertissement français, comme on en voit peu, qui possède du suspense, qui est très efficace, dans lequel il y a des acteurs qui sont magnifiques. Enfin, la gamine qui joue la fille de Romain Duris, je ne sais pas qui c'est, mais elle est géniale, j'ai envie de la revoir au cinéma. Et puis mine de rien, il y a des enjeux. Enfin, dans ce film, on ressent vraiment la tension que vivent les personnages, et ça c'est très très rare au cinéma, et ça fait plaisir surtout pour un film français. Il y a de la tension, il y a du drama, il y a de l'humour, il y a une fin plus que satisfaisante. Dans la brume, c'est oui. Numéro 8. The Shape of Water. Alors bon, je ne suis pas un fan de Guillermo del Toro, je vais vous dire la vérité, je suis pas un grand fan de son cinéma, à part Pacific Rim et Hellboy 2, que je trouve dantesque, je suis pas quelqu'un qui vénère beaucoup le bonhomme. Mais là, waouh, le mec arrive à te faire une comédie dramatique, romantique, sur fond de racisme. Et moi, personnellement, ça m'a touché. J'étais bouleversé par ce film. Les couleurs sont magnifiques, la mise en scène... Je vais essayer d'arrêter de dire le mot mise en scène dans cette vidéo parce que tous les films dont je parle, selon moi, ont une mise en scène de malade. Il est vrai que Shape of Water possède une esthétique qui appartient à Guillermo del Toro. On connaît sa patte. Du coup, est-ce que ça en fait un auteur ? Je crois. Et le film est très très bien esthétisé. Bon, après le twist de fin, je dirais plutôt la petite révélation finale, je l'ai vu venir dès le début du film. Enfin, dès le début du film, on a le setup de cette révélation, et ouais, ok les gars. En plus, si t'as vu l'affiche, ça aide. Mais The Shape of Water est excellent, il y a aussi Michael Shannon qui joue un méchant qui est incroyable, le film ne tombe pas dans le misérabilisme et dans le voyeurisme bizarre du genre « Oh pauvre créature, on va essayer de la comprendre, etc. » Pas du tout, c'est une histoire d'amour, c'est une comédie, c'est un drama, il y a un petit peu de suspense, il y a beaucoup d'enjeux, pour moi c'est un énorme oui. Numéro 7. The Greatest Showman. Alors oui, The Greatest Showman, oui, c'est au moins la 3e fois que j'en parle dans une vidéo cette année, mais il m'a fait kiffer, je réécoute encore la BO en boucle. D'ailleurs, la chanson d'ouverture du film, ça a été ma chanson de réveil pendant à peu près 3 ou 4 mois. C'est un film qui m'a donné énormément de plaisir. J'adore Hugh Jackman, j'adore Zac Efron. Les deux rassemblés, forcément, ça ne pouvait que matcher dans ma tête. Et je ne suis pas d'accord avec In the Panda quand il dit qu'il y a uniquement 20 minutes au milieu du film qui sont super bonnes. Pour moi, tout le film est hyper bon. Et justement, les 20 minutes dont il parle avec This Is Me et avec Never Be Enough, et bah pour moi, c'est les passages les plus creux du film. Pour moi, dans le film, il y a un creux de 20 minutes. Et j'ai l'impression un peu que c'est ce trou de 20 minutes dont parle In the Panda. Donc, pour le coup, on est totalement en miroir sur ce film-là. Pour moi, ce film, c'est un feel-good movie qui me file la banane à chaque fois que je le vois. C'est simple, je le mets au même niveau que La La Land et je considère que The Greatest Showman est l'héritier de La La Land. C'est-à-dire que la mise en scène de Damien Chazelle dans La La Land a directement inspiré The Greatest Showman, qui a aussi inspiré le concert de Live Aid de Bohemian Rhapsody. Enfin, que sur certains plans, parce que le concert de Live Aid, il n'était pas filmé de ouf. Après, oui, c'est un film dans lequel il n'y a pas
pas énormément d'enjeux, je vous l'accorde, l'histoire est assez bateau, mais en réalité, moi ça me touche, je suis à fond dedans, et je sais pas quoi vous dire, si vous l'avez pas vu, regardez-le, rien que les 3 premières minutes du film, avant même que le générique arrive, ils ont gagné. Moi personnellement, dès le logo 20th Century Fox, il m'avait conquis, donc objectivité 0. Numéro 6, Annihilation. Alors, Annihilation, c'est un film qui a été réalisé par le réalisateur de Ex Machina en 2015. Ex Machina qui m'avait mis une claque monumentale, qui fait toujours partie actuellement de mon top 10 de mes meilleurs films de ma vie ever. Et Annihilation, je peux dire que c'est quasiment au même niveau qu'Ex Machina. C'est-à-dire que c'est un film très calme, dans lequel il y a énormément de mystères, avec une esthétique hors norme, avec une mise... Je ne dirais pas mise en scène, mais une réalisation aux petits oignons. Les couleurs sont magnifiques, les designs sont magnifiques, la direction artistique est incroyable, le twist final me fait encore cogiter le cerveau aujourd'hui. C'est simple, Annihilation est un bijou, un film incroyable que j'ai vu, que j'ai revu et que je reverrai. Je le trouve un peu moins bon qu'Ex Machina, parce que Ex Machina était un huis clos et que les huis clos ont une place à part dans mon cœur, mais c'était quand même vachement bien. Et j'aurais aimé le voir en salle. Passons tout de suite au numéro 5, Jurassic World Fallen Kingdom. Eh bah oui, je suis un fan de Jurassic Park, je le dis, je le répète, sur les films Jurassic Park, j'ai énormément de mal à faire preuve d'objectivité. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui aiment Star Wars 7 et 8, alors que quand on leur met les défauts du film sous le nez, eh bah ils disent « Ouais, d'accord, c'est bien beau tous ces défauts, mais moi j'aime quand même le film. » Eh bah c'est ce que je ressens pour les 2 films Jurassic World. Ils m'ont vraiment bluffé. Et Jurassic World The Fallen Kingdom a beau être un peu moins bon que Jurassic World, pour moi, il reste quand même incroyable de par la prise de risque qu'il prend. Faire exploser l'île au bout d'une demi-heure de film, tuer 80% des dinosaures qui y étaient présents et faire un huis clos dans un château pendant l'autre heure de film avec les 20% restants, et bah c'était une idée vachement risquée quand même. Honnêtement, mais pensez-y, imaginez vous êtes à Hollywood, vous êtes dans la salle des scénaristes, et il y a un mec qui dit on va faire péter l'île, tuer 80% des dinosaures, et le reste du film va se passer dans un château. En mode film d'horreur. Je ne sais pas quoi dire. Jurassic World est vraiment un film que j'ai revu au moins 5 fois depuis qu'il est sorti, que j'adore, qui me fait kiffer, qui me fait un peu peur. Je vous avoue que moi, personnellement, j'ai pas mal de frissons devant Jurassic World. J'adore la manière dont l'histoire est amenée, j'adore le fait que le film soit découpé en 2 parties. Et oui, c'est vrai qu'il y a quelques défauts, notamment Blue qui se découvre une personnalité d'être humain. Et c'est vrai que ce n'est pas un film qui brasse des thématiques très puissantes. Néanmoins, bah il m'a fait kiffer, il m'a fait un peu peur, il m'a fait rire. Le tableau final... le château quoi. Le château. Enfin, objectivement, vous ne pouvez pas me dire que cette image-là, elle pète pas. Bah si, ça pète. Si, ça pète, forcément, ça pète. Passons tout de suite au numéro 4, Ready Player One. Alors j'avais déjà fait une critique de Ready Player One avec Liméa, ma pote de YouTube que je salue, et il est vrai que dans ma critique j'avais dit que j'avais vu le film 2 fois. Une première fois j'avais trouvé que c'était un chef-d'œuvre, et une seconde fois, bon je l'avais trouvé un petit peu moyen. Mais finalement en l'ayant revu 3 ou 4 fois, eh bah, ouais, je suis désolé, Ready Player One n'est peut-être pas un chef-d'œuvre, mais c'est un grand film. Un film qui compte pour le cinéma hollywoodien, et un film que Tonton Spielberg n'a pas fait avec le cul. Je suis désolé, mais quand je regarde la vidéo de l'Icarion, et qu'il pointe tous les défauts de Ready Player One, et surtout dans ses thématiques qui parfois sont un petit peu bancales, il a raison. Effectivement, il a raison, bien sûr qu'il a raison. Mais c'est occulter le côté grandiose de ce film, c'est occulter le côté visuel, c'est occulter le côté monde incroyable qu'on a réussi à créer pour l'univers d'un film, et c'est aussi occulter le côté aventure que Tonton Spielberg arrive à gérer avec brio. Enfin, Ready Player One, c'est un film qui a un début, un milieu, une fin qui se tiennent parfaitement, qui contient peut-être quelques incohérences, mais en même temps il y a très peu de films qui n'en contiennent pas, et qui finalement arrive à nous dresser une petite épopée en 2h30. Et ça, c'est pas tous les films qui arrivent à le faire. Il y a quel film qui arrive à le faire, te dresser une petite épopée en 2h30 ? Avatar, Watchmen, Braveheart, en gros, que des classiques. Et je pense que Ready Player One a sa place parmi ces classiques du genre. Alors Ready Player One, pour moi, c'est un énorme oui, je l'ai adoré, je ne l'ai pas encore acheté en Blu-ray, mais ça ne saurait tarder. En attendant, il est génial, si vous ne l'avez pas vu, bah, qu'attendez-vous ? Et on va arriver au top 3. Et dans ce top 3, figurez-vous qu'il y a un film français, d'ailleurs on va en parler tout de suite, numéro 3, Jusqu'à la garde.
Alors Jusqu'à la garde, c'est un film dont j'avais pas beaucoup entendu parler et un jour j'étais sur YouTube et je tombe sur une vidéo du Cercle où ils parlent de ce film et ils disent vraiment que c'est un film grandiose qui est vachement touchant et qui eux les a en tout cas bouleversés. Du coup, je l'ai vu de manière tout à fait légale. Oui, tout à fait légale. Et putain, c'est un film de ouf. Jusqu'à la garde est un film de ouf. Il est super court, il dure 1h20, 1h30 et je crois que c'est le seul film qui m'a fait pleurer cette année. Il est magnifique. Jusqu'à la garde, je pense que je vais vous le pitcher un peu parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent pas parmi vous. Jusqu'à la garde raconte l'histoire d'une femme qui est séparée de son mari parce qu'il était violent avec elle et qui justement est en plein divorce. Mais le mari, pour lui, son couple, il n'est pas tout à fait fini et il pense que sa femme l'aime encore, qu'il va la reconquérir. Et du coup, vu que c'est quelqu'un de violent, vous imaginez un petit peu jusqu'où ça peut aller. C'est un film qui jouit d'acteurs brillants, de dialogues sincères, d'une atmosphère pesante, d'une lumière magnifique, d'une mise en scène incroyable, et la scène de fin qui doit durer un bon quart d'heure, je ne m'en suis toujours pas remis. C'est simple, j'ai même pas envie de le revoir parce que j'ai peur de le revoir pour cette scène de fin qui m'a mis tellement mal et en même temps m'a fait tellement de bien. Enfin, c'est paradoxal ce que je vous dis, mais Jusqu'à la garde est un film qui vraiment m'a touché au plus profond de moi et les films qui arrivent à faire ça sont très rares, surtout les films français, donc je me devais de le mettre dans mon top 3 cette année. Alors Jusqu'à la garde, regardez-le, ça fait 1h20, c'est génial et je suis sûr que vous n'en sortirez pas indemne. Numéro 2. Les Indestructibles 2. Bah oui, Les Indestructibles 2, oui. Tu t'attendais à quoi? Ce film est incroyable, il est réussi de bout en bout. Pixar a bien fait de mettre 14 ans à créer cette suite parce qu'au final, c'est la meilleure suite qui puisse exister aux Indestructibles. Ils ne se sont pas loupés, ils ont géré l'humour, ils ont géré l'esthétique, ils ont géré l'histoire, les scènes d'action, Jack. Et ce film est une maestria visuelle, narrative et comique. Le film m'explose de rire, je rigole à plein poumon à chaque fois que je le vois. J'attends un épisode 3 avec impatience et si vous mettez 14 ans pour le faire, c'est pas grave, je vous aime quand même Pixar, vous avez tout géré sur ce film. Il est vrai que vos derniers longs métrages, je pense notamment au Voyage d'Arlo et à Vice Versa que j'avais trouvé très bancal, mais là Les Indestructibles 2 quoi, mais oui, mais c'est un oui. Si vous me demandez de vous citer les films les mieux réussis de 2018, je pense que je mettrai Les Indestructibles 2 en tête de liste. Après bien sûr, ce n'est pas mon numéro 1, mon numéro 1 c'est un peu plus subjectif, mais objectivement, je trouve que c'est le film le plus abouti qu'on a eu cette année. Alors, regardez-le, et passons tout de suite au numéro 1, Avengers Infinity War. Bah oui, évidemment, oui. Mais bien sûr, évidemment Avengers Infinity War. Alors ce n'est pas le meilleur film de 2018 pour moi. C'est vrai que objectivement, il y en a eu qui étaient plus puissants, notamment Les Indestructibles 2 et Jusqu'à la garde qui m'ont beaucoup plus touché. Mais Avengers Infinity War est un tour de force. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point le projet était casse-gueule. Après avoir introduit une vingtaine de super-héros dans plein de films, créer une histoire de 2h30 avec tous ces personnages qui se rassemblent dans une quête commune et un méchant principal qui doit être dangereux, charismatique et quand même avoir un mobile suffisamment puissant, ils ont réussi. Et même si Avengers Endgame se casse la gueule au mois de mai, c'est pas grave. Même si la duologie Avengers 3 et 4 est ratée à cause de Endgame, c'est pas grave, parce que Avengers Infinity War se tient tout seul, nous raconte une histoire avec un développement cohérent. Bon, c'est sûr que les personnages, ils se tépaient un petit peu partout pendant tout le film, ouais, mais le film reste grandiose, incroyable, les scènes d'action sont visuellement magnifiques, les personnages ont tous leur place dans ce film. Alors oui, il y en a qui sont survolés, forcément, mais dans les personnages principaux, à part Captain America, tout le monde a sa place, et même Captain America au final, peut-être qu'il est un petit peu délaissé, mais je pense que ça a du sens et qu'il aura une place plus importante dans Avengers Endgame. En tout cas, Avengers Infinity War est le film qui m'a fait le plus kiffer cette année, c'est le film que j'ai le plus revu cette année, et c'est sans doute le film de 2018 qui me marquera dans les années à venir. Je suis sûr que dans 10 ans, 20 ans, si tu me demandes 2018, un film, je te sortirai Avengers Infinity War. Forcément, parce que Avengers Infinity War, c'est un bijou. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte, peut-être que je me répète, mais ils ont réussi à te caler un soldat qui a été congelé pendant des années avec une super force, un milliardaire playboy philanthrope avec une armure, un arbre qui parle, un dieu nordique et un sorcier. Dans le même film, et c'est cohérent.
C'est mon film préféré de cette année, ce n'est pas le meilleur, mais c'est mon film préféré de cette année. Je l'ai vraiment adoré et je vais attendre avant de l'acheter en Blu-ray qu'il sorte un coffret avec Endgame, la duologie Avengers 3 et 4 et j'achèterai le coffret. En attendant, ce film est un bijou. Ce film est une franche réussite, ce film est la preuve ultime que le MCU ne se fout pas de notre gueule, mais cherche bien à nous faire kiffer, à se faire kiffer et à raconter des histoires incroyables, dantesques et grandioses. Ils ont changé le super-héros game au cinéma avec ce film, c'est une page de l'histoire du cinéma super-héroïque qui s'est tournée avec Avengers, alors oui. Avengers Infinity War, c'est oui. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder mon flop qui s'affiche quelque part par là. N'hésite pas à cliquer et à voir. Tu vas voir, c'est marrant parce que je m'énerve. Et petite annonce aussi, j'ai une énorme vidéo qui arrive sur DC Comics. Voilà, là, je suis en train de finir de la monter. Il me reste quelques fignolages et ensuite, elle sera finie et je la balancerai sûrement juste avant le nouvel an ou juste après le nouvel an. Alors, soyez au rendez-vous. C'est une vidéo qui va durer à peu près 1 heure. Je vous préviens. Elle est longue. Mais en tout cas, elle me tenait à cœur et ça m'intéressait de parler de DC Comics avec vous. Alors j'espère que vous serez au rendez-vous. En attendant, prenez soin de vous. À très bientôt. Salut!